Salut, je m'appelle Gurvad et depuis que j'ai commencé mes études, je me pose des questions sur l'impact de l'environnement sur notre santé. Alors quand je suis chez moi, j'utilise souvent des applis comme Yuka, Quel Cosmétique ou Scan4Chem pour chercher les molécules chimiques dangereuses autour de moi. Mais quand je suis en stage à l'hôpital ou dans un cabinet libéral, beaucoup des produits ne sont pas listés dans ces applis. Alors c'est pourquoi j'ai décidé de rencontrer des experts sur les produits chimiques pour qu'ils m'aident à y voir plus clair. Alors je vais d'abord rencontrer le docteur Clémence Bertrand qui m'accueille dans son cabinet de soins dentaires. Elle est chirurgien dentiste et je vais lui demander quelle est la place des produits chimiques dans sa pratique quotidienne. Je voudrais savoir comment les professionnels de santé se protègent face aux risques chimiques. Bonjour docteur Bertrand. Bonjour Gurvan. Alors je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui sur votre lieu d'exercice. Je travaille actuellement sur les risques qui sont liés à l'utilisation des produits chimiques. Donc j'aurais quelques questions à vous poser. La première est la suivante. Quels sont les produits chimiques que vous utilisez le plus souvent pour les soins dentaires ? Nous utilisons deux grands types de produits chimiques au cabinet. C'est d'abord les produits liés spécifiquement aux soins dentaires. Donc ça peut être des résines, des composites, des systèmes de collage. Et le deuxième type de produits chimiques, ce sont les produits liés à l'hygiène au cabinet, donc principalement les désinfectants, qu'ils soient de surface ou pour les instruments. Alors ces produits, vous les manipulez tous les jours, donc j'imagine que vous avez mis en place de bonnes pratiques pour réduire le risque d'exposition. Oui, il y a des procédures qui sont spécifiques et adaptées aux produits chimiques, que ce soit finalement en cabinet dentaire, pour des soins à domicile ou même en milieu hospitalier. Il y a 3 niveaux de prévention à respecter. C'est le niveau de prévention vis-à-vis des patients. Dans le cabinet, on peut utiliser ce qu'on appelle la digue, donc qui est un cadre de caoutchouc qu'on va poser autour de la dent qui nous intéresse, que nous avons à travailler. Et ça va nous permettre d'éviter justement aux patients d'avaler les produits que nous utilisons. Le deuxième niveau de prévention, c'est la prévention par rapport à l'équipe du cabinet, donc plutôt l'utilisation des équipements de protection individuelle, faire attention à l'utilisation des produits, donc bien mettre un masque, des gants, des lunettes de protection pour éviter tout ce qui est inhalation, projection, lésions cutanées également, et bien suivre les modes d'emploi des différents produits. Le troisième niveau de prévention, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Tout simplement, là, c'est la même chose. Et encore une fois, on utilise ces équipements de protection individuelle. Et de manière plus générale, est-ce que vous auriez un autre exemple qui parle aux patients, un exemple du quotidien en fait? Oui, bien sûr. Vous avez par exemple l'exemple du savon. Après, il faut faire attention parce que un usage trop important et trop régulier peut provoquer des micro-crevasses sur les mains, des lésions cutanées, une efficacité moindre. Donc voilà, il faut juste savoir qu'on doit se laver les mains avec du savon, mais on doit aussi alterner avec du gel hydroalcoolique. Alors si je comprends bien, avant d'utiliser un produit chimique, je dois m'assurer d'avoir les moyens de me protéger, mais aussi de protéger les autres. Mais comment savoir si le niveau de protection qu'on peut atteindre est acceptable ? Il faut toujours prendre en compte le rapport bénéfice-risque lors de l'utilisation d'un produit chimique. Garder une bonne efficacité et en même temps faire en sorte qu'il soit le moins nocif possible pour le patient, pour l'équipe et pour le praticien. Quand on va utiliser une résine pour soigner une carie, voilà, on va choisir tel ou tel type de résine selon le patient, selon son état de santé, selon la localisation de la lésion, etc. Oui, on pourrait conclure en disant que les professionnels de santé doivent vraiment connaître les produits qu'ils utilisent afin de réduire le plus possible le risque d'exposition. Merci beaucoup, Dr Bertrand, pour votre accueil et puis pour tous ces bons conseils. Merci à vous, bonne journée. J'irai ensuite voir le professeur Ronan Garlantezec. Il est médecin en santé publique et épidémiologiste. Rappelez-vous, c'est lui qui m'avait expliqué ce qu'est l'exposome dans le tout premier épisode de cette série. Bonjour Ronan Garlantezec, je suis ravi de vous retrouver et j'ai plein de nouvelles questions à vous poser. En tant que soignant, on est exposé à de très nombreux produits chimiques. Est-ce qu'il y a des exemples de risques chimiques qui sont spécifiques aux hôpitaux ou aux cabinets de soins ? Bonjour Gurvan, merci de cette question. Effectivement, on est exposé à de très nombreuses substances chimiques, que ce soit dans notre environnement quotidien, dans les produits cosmétiques, les produits d'entretien à la maison, mais aussi via l'alimentation, avec les pesticides notamment. Donc en milieu de soins, il y a différentes substances chimiques qui sont connues. Les premières et les plus évidentes, c'est sans doute les désinfectants.
Donc certains hôpitaux ont choisi d'essayer de réduire ces substances chimiques en utilisant des procédés alternatifs par microfibres, par exemple l'hôpital de Guéret, mais toujours avec un respect des normes de bactéricidie et de viricidie. Alors en milieu de soins, il y a d'autres substances chimiques qu'on retrouve. On peut citer notamment les gaz anesthésiques qui sont utilisés au bloc opératoire, ou encore les chimiothérapies qu'on retrouve dans certains secteurs, évidemment. Est-ce que certaines études ont déjà mis en évidence des pathologies qui sont directement liées aux produits désinfectants? Oui, alors tout à fait. Effectivement, il y a des études épidémiologiques qui montrent des associations concordantes entre l'exposition à certains désinfectants et la survenue ou la répétition de crises d'asthme. Et ces produits-là ont été également associés à certaines pathologies cutanées, des eczémas ou des allergies dans certaines circonstances, quand les gens ont des antécédents particuliers. Alors aujourd'hui, je fais un stage au CHU, mais demain, je pourrais me déplacer au domicile des patients. Comment je peux faire pour adapter la prévention des risques chimiques à tous ces environnements différents? En fait, la première question, c'est comme quand vous utilisez un produit chimique au domicile, c'est il faut regarder sur l'emballage, il y a souvent ce qu'on appelle des pictogrammes qui informent sur les dangers. Il y a une autre source d'information qui est importante en milieu professionnel, c'est ce qu'on appelle les fiches de données de sécurité. Et ces fiches de données de sécurité contiennent des informations à la fois sur la composition et les dangers potentiels du produit utilisé, mais aussi sur la prévention adaptée à l'utilisation de ces produits. En milieu hospitalier, c'est sans doute plus simple. Pourquoi? Parce qu'il y a des équipes opérationnelles d'hygiène qui sont là pour guider l'utilisation des produits, et puis également les services de santé au travail qui sont vraiment la pierre angulaire concernant la prévention des risques professionnels. En cabinets libéraux, c'est sans doute un petit peu différent, mais il y a quand même des données qu'on peut avoir via les centrales d'achat, les ordres professionnels ou les antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales qui ont également des données très intéressantes à fournir pour une utilisation adaptée, toujours, des produits utilisés. Merci professeur. Je pense que j'ai beaucoup encore à apprendre et j'ai encore des questions à vous poser, mais cette fois-ci sur les perturbateurs endocriniens. Donc on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. Et vous, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!